bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Merci aux personnes qui sont à distance. On commence la journée dans Prospective Data qui est organisée par l'association Gouvinfo IAI. Nous sommes reçus par la Cantime, qui est un espace collaboratif qui a été mis en place par la CNAV, qui est un espace vraiment superbe. Et à ce titre, donc, je souhaiterais remercier beaucoup la CNAV qui nous reçoit. La CNAV qui est un ancien lauréat en fait, du concours des IAI Awards, avec Élise Desbiès et Ariane Aubry. Donc merci à la CNAV. Camille Audrin, merci aussi pour avoir organisé une partie, nous avoir reçus, avoir organisé aussi une partie de la table ronde de la CNAV et puis l'ensemble. Je souhaite aussi remercier Elsa Parlange, qui est directrice de l'innovation à la CNAV, qui pilote ce lieu et qui travaille avec, bien sûr, Guillaume Dupont, qui nous a beaucoup aidé, qui est le manager de la cantine. Voilà, merci aussi à l'ensemble des personnes de Gouvinfo. Il y a pas mal de personnes qui ont travaillé pour organiser cette journée. Donc, Jannick Labattu, qui est à distance. Lionel Husson qui va s'occuper d'animer des tables rondes et l'atelier à la fin de la journée. Florent Dewaas qui s'occupe un petit peu de la partie logistique et toute la partie numérique qu'il y a eu derrière. Voilà, et puis merci beaucoup aussi à Christophe Binot qui va animer cette première conférence des votes. Voilà, tous les merci. Alors Christophe, je te passe la main. Voilà, alors Christophe qui est co-président avec Jannick Labattu du concours des IAI Awards. Voilà, donc cette journée, en fait, on a voulu organiser cette journée parce que il y a, je pense, un besoin là de rassembler un peu les différents éléments, en fait. Hein. Donc on a mis un peu ce bateau justement pour être un peu symbolique, en fait. Hein. Donc il va falloir trouver dans toute cette donnée de la gouvernance, des règles, essayer de trouver aussi un vocabulaire commun, voir un peu quel est l'équipage en fait qui va organiser et travailler sur cette donnée, quels sont un peu les éléments qu'on va mettre en forme en fait au niveau à la fois, vous allez le voir dans les retours d'expérience et puis dans les différentes tables rondes. On a souhaité organiser cette journée en plusieurs temps là, que Jean-Pascal va vous présenter après, parce que en fait on sent qu'il y a cette notion de data, d'information, de gouvernance devient de plus en plus prégnante, et à un moment donné on s'est dit on va organiser cette journée pour un peu poser les choses et avoir un temps de réflexion autour de tout ça. C'est aussi symbolique qu'on le fasse à la CNAV, qui est aussi un ancien, effectivement, lauréat des IAI Awards, mais aussi parce qu'on voit aujourd'hui quand même que les données, le patrimoine des données, en fait, en particulier des citoyens français, pose aussi beaucoup de questions sur l'avenir, sur un peu qu'est-ce qu'on peut faire de ces données, comment les valoriser. Hein. Donc on va voir aussi ce sujet, quelle est la valeur des données, qu'est-ce qu'on peut leur accorder comme valeur, une valeur marchande, mais aussi peut-être une autre valeur, en fait. Hein. Quels sont un peu les gens qui sont à la manœuvre dans ces transformations numériques, en fait. Hein. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qu'on a souhaité mettre un peu en ordre, entre guillemets, et vous proposer un menu, en fait, dans la journée, à travers des retours d'expérience, à travers aussi une table ronde dédiée justement à la CNAV, à sa mise en perspective des données, à sa valorisation des données, à voir comment un peu elle peut se projeter par rapport à son patrimoine de données. Et puis d'avoir aussi un débat un peu plus prospectif et d'alimenter aussi des questions avec les gens qui sont à distance et les gens qui sont ici dans la salle. Voilà, où allons-nous? Voilà. Donc Jean-Pascal va décrire un peu plus en détail le programme de la journée. Alors, la première partie, donc on a 4 moments forts qui vont rythmer l'ensemble de cette journée.
Donc la première partie va être une mise en musique d'expérience concernant la gouvernance de l'information. Donc on a un certain nombre d'acteurs que vous trouvez devant vous qui vont donner en fait des perceptions, des moments de vie, des retours d'expérience, des éléments éventuellement de vision concernant leur expérience au niveau de la data et de la gouvernance qu'ils ont pu mettre en place autour de cette donnée. Donc 9h30 à 11h. Ensuite, nous aurons un atelier qui sera sur la prospective data de la CNAV. Donc c'est la CNAV qui a réalisé en fait une petite enquête pendant l'été. Donc ça sera une première présentation des résultats de cette enquête. Et ensuite, des personnes, des agents de direction présenteront un peu leur vision en fait de la data au sein de la CNAV. Donc pour les personnes présentes, on est un peu contraint par les conditions sanitaires, donc on est une petite équipe, mais on a fait un petit cocktail. Donc les personnes à distance, on vous invite à nous rejoindre à distance. Donc on fera une pause jusqu'à 14h. Et ensuite, on commencera une grosse conférence débat qui sera animée avec Florence Taxel et moi-même sur l'écosystème des données. Donc là, on aura un certain nombre d'acteurs et on va les faire jouer en fait pour arriver à construire une équation autour d'une prospective qui pourrait y avoir au niveau de la data, que ce soit sur des problématiques sociétales, d'évolution technologique, ou l'impact qu'il peut y avoir aussi au niveau de nos organisations. Et puis on finira sur un atelier de 16 à 17h30 qui sera animé par Lionel Husson, qui va être en fait un atelier que l'on va construire toute la journée, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc les personnes présentes, si vous arrivez à vous connecter, vous pourrez communiquer sur le chat des étonnements et des éléments de vision. Et pareil pour les personnes à distance. Donc on compte beaucoup sur vous pour alimenter en fait cette journée en communiquant sur le chat et en donnant certains éléments que l'on pourra construire pour cet atelier qui clôturera la journée. Voilà, un grand merci. Il y a beaucoup de personnes qui ont été activées sur cette journée, donc on ne va pas arrêter de se dire merci à chaque fois, mais voilà, il y a du mérite derrière, il y a beaucoup de travail. Alors, je vous propose de commencer, et ben voilà, justement, ce dont je vous parlais. Donc sur le chat, en fait, pour l'atelier de Lionel, on va récupérer des étonnements. Il y a des moments où on va parler de certaines choses et puis vous allez être surpris. Vous allez faire un waouh, vous allez dire waouh, c'est étonnant quand même. Donc on souhaite capter ça, d'accord, de la part de toutes les personnes qui participent pendant la journée, peu importe à quel moment. Donc on a une petite méthode, vous essayez de la suivre au mieux, éto égale, et puis vous mettez votre étonnement. Alors si vous voulez écrire étonnement ou surprise, c'est pas grave, vous l'écrivez quand même, mais on veut arriver à les détecter. Donc on captera ça, et puis si vous êtes un peu visionnaire, vous avez des éléments de vision, vous vous projetez, vous êtes dans la fiction, vous dites moi je suis certain que la planète va exploser, ou je suis certain qu'on va devenir tous à s'aimer les uns les autres, ou je suis certain que la data va disparaître, peu importe. Vous donnez vos éléments de vision, il y aura des choses peut-être un peu plus subtiles et profondes que les exemples que je viens de citer. Voilà, et tous ces éléments-là, étonnement et vision, on va essayer d'en faire quelque chose. Voilà, on va en faire une œuvre d'art, une partition de musique, on ne sait pas encore. En tout cas, d'expérience dans les ateliers qu'on réalise chez Gouvinfo, ce type de méthode où on prend en fait des spontanéités des personnes, c'est très très riche. Ok. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, vous posez vos questions. Yannick Labattu, qui est avec nous à distance, va s'occuper de capter ces différentes questions. Et par moment, au cours des conférences, on s'arrêtera et on demandera à Yannick, et elle nous fera une petite synthèse, on prendra quelques questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, on essaiera de les mettre de côté et répondre après l'événement, mais on va essayer d'en prendre quelques-unes. Ça vous va? Surtout à la fin par table ronde et par séquence, en fait, d'avoir des questions pour que, à la fin de la séquence, on puisse alimenter le débat sur la séquence en cours avec un certain nombre de questions. Oui, tout à fait. On prendra plutôt vers les fins de séquence. Tout à fait. Donc au niveau des masques, on a les distances de sécurité parce que ce sont des contraintes sanitaires qu'il faut intégrer. Donc ici, quand on présente, donc on est un peu loin des personnes et puis il y a une distance entre les différentes personnes aussi pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau de ces aspects sanitaires. Christophe Binot, je te passe la main, Merci, qui va animer la première conférence.
Donc sur cette première conférence, hein, c'est mise en musique des expériences autour de la gouvernance de l'information en fait. Hein. Et donc on va avoir un certain nombre d'expériences justement qu'on a sollicitées en fait hein, en termes de présentation et qui sont un peu représentatives de différents axes de la société entre guillemets, entre le public, le privé, des PME, associations, etc., qui montrent un peu justement les différentes facettes sur lesquelles on va pouvoir avoir ces retours d'expérience et comment on va, à partir de ces retours d'expérience, essayer de capitaliser des invariants en fait hein, autour de la transformation, autour de l'humain, autour de la valeur, de la donnée, etc. Donc, je vous présente les panélistes, entre guillemets. Donc, Thierry Martin, du département de la Haute-Garonne, Guillaume Michaud, donc CNFPT, Jean-Pascal, donc, fera une présentation en tant que Gouvinfo sur l'observatoire Gouvinfo, en fait, et les résultats de l'observatoire, donc, une enquête qui a lieu pendant l'été. Lucie Montosé, donc, qui représente une PME qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on passera une vidéo dans laquelle elle explique un peu ce qu'elle a fait en termes de gouvernance de l'information et des données. Élise Debiès, donc, qui représente aussi la CNAV, en fait, et puis Isabelle Landreau, donc, d'un cabinet d'avocats, en fait, hein, qui nous apportera un peu, je dirais, une vision un peu sur la donnée et, au sens large. Donc, nous allons commencer par les différentes présentations en fait hein, de cette table ronde. Donc, on va commencer par alors oui, Jean-Pascal voulait reparler un peu parce qu'on est dans le cadre aussi un peu des IAI Awards, de la suite des IAI Awards en fait hein, sur l'association Gouvinfo qui organise en fait ces IAI Awards. Tout à fait. Donc, l'association Gouvinfo, pour vous faire une présentation rapide, hein, donc Prospective Data est organisée dans le cadre de cette association. C'est une association qui a été créée en 2014. On a ouvert en fait les adhésions en 2018. Hein, cette association a deux missions. Une première mission qui est d'acculturer autour de la gouvernance de l'information. Donc, on va le voir pendant toute cette journée, il y a une dimension humaine qui est extrêmement importante. Gouverner de l'information, ça nécessite de faire appel à un grand nombre d'expertises. Et donc, on rentre dans un fonctionnement de complexité. Et la complexité au niveau de l'humain est quelque chose qui nécessite du temps pour que les personnes arrivent en fait à avoir une vue globale autour de la donnée. Donc on active, que ce soit, on parle des données personnelles, on parle de la conservation, on parle des données de référence, on parle des données à classifier en interne, on parle du knowledge management, c'est beaucoup d'expertise. Et donc l'objectif en fait de l'association est vraiment de dire cette vue globale, cette complexité, on peut la gouverner, c'est possible. Donc ça, c'est un objectif, et c'est ce qu'on fait, hein, toutes les opérations que l'on mène, c'est vraiment pour expliquer et acculturer là-dessus. Renforcer la légitimité des acteurs, des personnes qui essayent de développer cette gouvernance dans les entreprises, hein, d'où le concours des IAI Awards. Donc ce sont des personnes, c'est assez difficile, donc on les aide, on les appuie. Et puis, il y a une mission sous-jacente qui est en fait de devenir une coopérative. Donc, derrière l'association Gouvinfo, il y a beaucoup de valeurs. Il y a une charte, on en parlera. Vous verrez d'ailleurs sur le site, il y a un site qui a été construit qui s'appelle prospectivedata.org et il y a une petite présentation qui parle de cette charte. Qu'est-ce que l'on fait? On a l'Observatoire de la gouvernance de l'information, j'en parlerai tout à l'heure. J'en profiterai pour me présenter, je ne me suis pas présenté. On a des formations spécialisées, donc on a une qualification en cours. Ce sont des formations qui sont très courtes et très spécifiques justement à la gouvernance de l'information. On a un concours en commentorat, celui des IAI Awards. Il va vous être présenté par différentes personnes. On a des événements aussi spécifiques comme le verbatim et l'ILP. Je parlais d'une méthode avec l'étonnement et les éléments de vision. Ce sont des méthodes qu'on utilise dans des ateliers. Donc Guillaume vous parlera un petit peu d'un retour d'expérience là-dessus. Prospective Data, eh bien, on y est. Voilà, la charte éthique, j'en ai parlé. Et un recueil de témoignages aussi en bleu qu'on peut trouver sur le site Gouvinfo. Et puis on en a imprimé quelques-uns là. Voilà, cette association, elle a bien sûr un certain nombre de membres. On est ouvert à avoir plus de membres, puisque plus on est nombreux dans cette association et plus, quelque part, on peut créer des événements qui croisent les expériences des uns et des autres et toute cette diversité.
Donc voilà, donc les adhésions sont ouvertes. Je te repasse la Voilà. Donc on rentre dans le vif du sujet en fait, hein, avec la première intervention de Thierry, une méthode agile pour dynamiser une transformation numérique. Bonjour, donc je me présente, je suis Thierry Martin, je suis chargé de mission innovation et en charge du projet Open Data au conseil départemental de la Haute-Garonne. Je souhaitais revenir un petit peu sur le contexte qui a fait que j'ai eu l'opportunité de coopérer et travailler avec mes commenteurs dans le cadre du projet des EI Awards. Donc je suis dans le cadre de mes missions chargées Open Data, j'ai très rapidement été confronté dans mon institution à la problématique de la collecte des données. J'ai pu en quelques mois identifier que c'était des problématiques structurelles qui étaient d'ordre organisationnel, d'acculturation, peut-être quelquefois conjoncturelle et technique. Et j'ai donc initié une démarche à titre expérimental qui vise à essayer de contourner les différentes difficultés que j'avais pu rencontrer dans mon organisation pour mener à bien, dans des conditions de temps, de coût, des projets d'ouverture de données de façon la plus efficiente possible. Et deuxième objectif de la méthode, c'était d'alimenter les réflexions en cours dans notre organisation sur un futur projet, une future démarche de gouvernance de la donnée au sein de l'institution. Donc, ma participation aux EI Awards a été une réelle opportunité déjà de sortir de l'isolement qui était le mien en tant que chargé de mission rattaché à la direction générale sur ce sujet, de pouvoir m'appuyer sur une méthode éprouvée du conseil et de l'expertise de mes commenteurs qui m'ont permis tout au long du projet de rester la tête hors de l'eau, on va dire, parce que c'est compliqué quand on œuvre et on opère ce genre d'initiative dans l'institution de garder l'aspect hauteur sur les problématiques et les enjeux. Toujours également m'éveiller, m'éclairer sur l'enjeu de la gouvernance derrière tout ce que je mettais en place. Hein. Tout ça, à un moment donné, ce n'était pas que pour de l'opérationnel, hein, c'était aussi pour avoir à l'esprit que ce que j'entreprenais devait alimenter des réflexions de nature à alimenter la future stratégie de gouvernance au sein de l'institution, tout au moins les réflexions en cours qui permettent de définir les tenants aboutissants de cette future gouvernance. Et également, je les remercie également pour ça, c'est maintenir la dynamique de l'initiative. Hein, le suivi de l'accompagnement permet sur les quelques mois de sa réalisation de maintenir un travail de qualité. Voilà. Donc voilà un petit peu le cadre général dans lequel j'ai pu donc opérer cette initiative d'une recherche de méthodologie. Voilà, donc j'ai un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne vais pas revenir, ils sont exposés. Juste vous dire que cette démarche, elle s'appuie sur une approche agile orientée utilisateur, retour d'expérience utilisateur en démarche d'amélioration continue. Elle fait de la donnée dans sa dimension réutilisabilité et création de valeur le moteur d'une initiative de transformation numérique d'une fonction. Et elle, à travers son utilisation, elle permet de contourner, enfin, elle est utilisée pour contourner tout au long du projet les difficultés qu'on le rencontre de façon intrinsèque dans des projets de transformation numérique, qui soient d'ordre organisationnel, culturel, comme je le disais tout à l'heure, ou technique. C'est une méthode qui permet d'aller très vite, avec un RIO très important. En quelques mois, on part de zéro et on arrive à un service autour de la donnée qui a été collectée, et autour de cet aspect, on va dire résultat, on a aussi tout un travail d'acculturation des différents acteurs du projet au numérique, à ce que peut apporter le numérique, et surtout lever les freins, les peurs et les méconnaissances sur la capacité et le rôle du numérique dans des projets de transformation. Alors, le but aussi de mon initiative était de pouvoir concevoir une méthode qui soit transposable. Je vous le disais, on était dans une réflexion qui devait alimenter un projet de gouvernance, et en particulier sur cette initiative, sur la problématique et la dimension de la production. Donc, ça a été un élément, j'ai eu l'occasion de mettre en place cette méthode, j'y reviendrai tout à l'heure, sur 3 projets distincts. Donc, on est bien rentré dans un cycle, dans une approche plutôt méthodologique. Ce qui n'était pas forcément gagné dès le départ. Hein. Je m'étais dit, mais ce que j'arrive à faire là, est-ce que je vais réussir à le faire dans un autre cadre,
Vraisemblablement, donc, la méthode nous permet aujourd'hui d'engager des projets de façon sur d'autres domaines. Autre dimension aussi qui est apparue en cours de projet de méthode, c'est que cette méthode, elle permet d'ouvrir ses travaux à des relations de coopération transinstitutionnelle. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement pour travailler sur ces problématiques de collecte et d'acculturation aux enjeux de la donnée et du numérique au sein de notre institution, mais je l'évoquerai tout à l'heure, j'ai pu travailler sur des projets de dimension transinstitutionnelle, voire de dimension nationale. Voilà, donc une méthode expérimentale, encore une fois, hein, dans ma posture et ma mission de chargé de mission innovation numérique, un des leviers qui m'a permis de contourner les contraintes organisationnelles, culturelles, ça a été de positionner mes interventions à chaque fois dans une approche d'expérimentation. Voilà, donc ça permet aussi de lever un certain nombre de résistances et de freins auprès des personnes qui sont amenées à collaborer à ces initiatives. Pour finir, un des éléments importants aussi de la méthode, donc je vous le disais, elle s'appuie sur la donnée, hein, comme élément fédérateur autour desquels il faut accompagner l'ensemble des acteurs à pouvoir venir se retrouver et fédérer, donner du sens à la méthode. Et un deuxième élément important, c'est les outils de développement qui s'appuient aujourd'hui sur des développements, des méthodes plutôt, donc je le disais, RAP, de développement rapide d'application, et sur des outils qui sont de nature de type low-code ou no-code. Voilà, donc des méthodes dans lesquelles l'outil informatique n'est plus l'élément prédominant. Ce n'est qu'un moyen, comme un autre, pour alimenter un projet de stratégie de collecte de données au service d'une réutilisabilité, comme je le disais tout à l'heure, et de la création de valeur sur les données collectées à l'échelle institutionnelle, mais encore une fois territoriale, voire nationale. Je vous propose de passer maintenant de vous présenter donc rapidement deux projets qui ont été menés à travers cette méthode, qui ont conduit aujourd'hui donc à la création d'une plateforme qui s'appelle D-Line, qui est portée par l'association Open Data France et qui permet d'accompagner les petites et moyennes collectivités à une collecte de données structurée, orchestrée et standardisée de façon la plus simple qu'il soit pour eux. Nous avons des territoires pilotes en France, en particulier, je pense au Grand Poitiers, je pense à Tours Métropole et Antilles Pays Basque, avec un article récent de la mairie de Montamisé qui explique comment les résultats produits par cette méthode à travers la création en partie de cette plateforme, mais également d'une méthodologie, permet simplement de contourner des freins qui aujourd'hui paraissaient difficiles à contourner. Autre élément aussi, autre projet, le projet d'une plateforme de coopération, une plateforme numérique de coopération territoriale autour du déploiement des dispositifs pass numériques dans les territoires. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette méthode, elle a permis aussi d'investir des projets de dimension territoriale, voire supraterritoriale. Ce projet aujourd'hui, c'est 40 collectivités qui œuvrent à la spécification et qui participent et qui contribuent à la démarche et à la méthode proposée. Et deux projets qui vont être portés par le plan de relance, enfin, qui vont être accompagnés par le plan de relance dans le cadre d'une réindustrialisation des aspects techniques de ce qui a pu être produit de façon agile pendant la mise en œuvre du projet. Et puis un projet interne, c'était un des projets que j'ai mené pendant les EI Awards. Donc une plateforme qui n'a pas pu investir le champ de la coopération transinstitutionnelle, voilà, pour des raisons politiques, mais qui a permis en 3 mois de pouvoir mettre en place un service sous forme d'un assistant conversationnel qui s'appelle Direct Fermier 31, qui permet de mettre en relation les producteurs locaux et leurs points de vente directs. Et ce projet a été mené en quelques mois avec la contribution de 70 personnes au sein de la collectivité, 70 personnes qui ont travaillé en mode totalement libéré et en organisation libérée et avec des résultats et une satisfaction aussi de l'ensemble des membres du projet au vu des résultats obtenus très positifs. Voilà. Donc c'est un projet qui a marqué dans l'organisation puisqu'aujourd'hui des directions viennent vers la structure qui est la mienne pour mener des projets en s'appuyant sur à la fois la méthode, les résultats
de ce projet. Et puis devenir de la méthode, alors on va dire que tout reste à faire, hein. On n'est pas, il faut consolider, il faut la partager, il faudrait qu'elle soit mise en œuvre aussi sur d'autres structures, il faudrait qu'elle soit peut-être aussi écrite de façon un peu plus précise que je n'ai pu le faire jusqu'à présent. Comme je vous le disais, le fait d'être dans l'opérationnel empêche de prendre un peu de hauteur. J'ai pas toutes les clés, je dois vous avouer. Je sais pas trop comment ça marche tout ça. Ça marche. Je pense qu'il faudrait en effet s'appuyer. Je suis en relation ainsi avec un chercheur, essayer de trouver, d'identifier quels sont les atouts de cette méthode qui en font qu'aujourd'hui elle a pu donner en tout cas des résultats prometteurs sur les quelques projets que j'ai eu à gérer. Très bien. Merci Thierry. Donc on voit déjà voilà, la richesse un peu de ce type de projet et comment concrètement aussi, bien sûr, ça peut donner des résultats, hein, parce que on ne fait pas de la donnée pour de la donnée, en fait. Hein. Le but, c'est d'arriver quand même à des usages, et là, on voit différents usages, dont des usages, effectivement, qui sont inscrits sur un plan national, en fait, hein, pour réindustrialiser la France et relancer un peu la machine. On va passer maintenant donc à une autre intervention donc par Guillaume Michaud donc sur le décidacteur. Donc enquête sur la transition numérique. Voilà un beau titre. Alors merci, puis ça fait plaisir de passer après Thierry qui montre comment les collectivités peuvent s'emparer effectivement de cette relance et de ce dynamisme du territoire, des territoires au sens large. Donc effectivement, donc je suis Guillaume Michaud, je suis chargé un petit peu plus à droite. Voilà, je suis en face de la caméra. Donc, Guillaume Michaud, chargé de mission au CNFPT pour la transition, tout ce qui est transition numérique. Voilà. Le CNFPT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le Centre national de la fonction publique territoriale, qui a principale mission la formation continue des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire des formations qui vont des espaces verts jusqu'au management des grandes collectivités territoriales, en passant par des transitions écologiques numériques. Alors, je remercie Jean-Pascal parce qu'on a tout de suite s'est dit que ce sujet pouvait intéresser. On a fait donc un atelier, je ne sais pas s'il y a une slide juste avant, avec le... Voilà, mais non, mais c'est pas grave. En tout cas, on retrouve le titre. Merci. Donc, effectivement, on a choisi cette thématique pour un atelier verbatim. Donc, Jean-Pascal parlait de cette capacité à produire à partir des idées des gens, de ce qui vient spontanément. On s'est dit que le sujet face à la vague du numérique, comment être décidacteur, c'est tout à fait la posture qu'a Thierry dans son organisation de se positionner à plusieurs niveaux. Alors, on a travaillé en 3 temps. Le premier temps, c'était sur les impacts du numérique. Le deuxième temps, c'était dans leurs différentes dimensions. Le deuxième temps, c'était comment le décider évolue et les rôles et les fonctions peut occuper un décidacteur dans une organisation. C'est la slide suivante. Donc, pour faire très vite, la transition numérique, elle est souvent vue sous l'aspect technologique, alors qu'en fait, elle a énormément d'effets sur d'autres dimensions. Donc, je vous en cite quelques-uns, mais il n'y a pas tout. Les impacts écologiques, on en parle de plus en plus, la pollution numérique. On parle aussi de tous les impacts sur l'individu, mais aussi sur les comportements. Et puis, évidemment, sur les impacts économiques et organisationnels. Donc, la transition, je vous rappelle, c'est une transitio du latin, c'est le passage. Donc, c'est un passage, mais qui est continu. En fait, ça passe vraiment, on le vit depuis les années 30, depuis les premiers ordinateurs, jusqu'à maintenant l'explosion des usages numériques, et on sait que ça va continuer. On a eu donc un temps 2, une fois qu'on avait un peu débriefé là-dessus. Je laisse passer sur le deuxième temps. Voilà. Donc un temps 2 sur l'évolution du décider dans ce nouveau contexte. Et à partir de là, on avait pour pouvoir décider et pas rester dans une indécision. Décider, ça peut être renoncer, hein, mais en tout cas, avoir les éléments pour pouvoir le faire. On voit l'évolution très forte à gauche des entrants qui sont exogènes, c'est-à-dire ce que je ne maîtrise pas, ou très peu. En tout cas, la complexité et bien sûr les questions de culture et de maturité de l'organisation. Sur les entrants que je maîtrise endogènes, j'ai
tout ce qui me caractérise. Thierry a parlé énormément de caractéristiques humaines face à la solitude du chef de projet, comment je suis pugnace, accrocheur. Il y a aussi une évolution très importante avec le contexte du numérique, c'est que on révèle, vous avez vu dans le temps Covid, ça révèle en fait les silos de l'organisation et des fois des habitudes de travail qui étaient un petit peu cachées jusque-là. Et donc la chaîne de valeur, pour qui on fait ce projet? Est-ce que c'est pour l'ensemble de l'organisation ou juste une personne qui a une initiative à un moment? Et enfin, on sait qu'il faut évaluer bien sûr tous les risques et les impacts. Et là, il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus volatile. Le troisième temps qu'on a choisi on en est arrivé à donc se poser quelles étaient la posture de ce décidateur, tant en tant qu'individu unique que membre d'un groupe. Donc, je te laisse apparaître quelques verbatim, même pas verbatim, mais juste des petits mots, les mélanges de mots. Merci Christophe. Et donc, le décidateur, c'est à la fois un individu qui doit avoir tout un ensemble de caractéristiques et les développer au jour le jour, se nourrir aussi de celles des autres. Et il est membre d'un groupe avec donc des capacités à influer, agir, emmener des personnes. Mais c'est aussi des questions qui vont se poser de plus en plus, c'est comment le groupe, l'organisation, peut laisser émerger ces qualités-là, qui n'étaient peut-être pas les qualités qu'on mettait le plus en avant jusque-là. Voilà, donc il y a énormément de choses, et je remercie les participants, parce qu'il est sorti beaucoup d'éléments de ce temps. Je passe à un deuxième temps très rapidement sur une étude. Je fais donc partie d'un organisme qui a comme mission d'apporter des éléments de prise de hauteur pour le monde territorial et aussi pour pouvoir évoluer dans son offre de services et de formation qu'il apporte. Donc il y a une énorme étude, je te laisse passer à la deuxième, sur les impacts du numérique sur les métiers de la territoriale. Alors les métiers de la territoriale, il y en a plusieurs centaines, mais ça donne une idée, là c'est bien sûr le plus orienté public, mais je pense que les premiers résultats apportent énormément d'éléments plus généraux. Alors juste pour dire qu'il y avait une première étude en 2018, une autre qui est menée depuis 2019, et malheureusement là je le fais de manière provisoire, les résultats définitifs seront dans un mois. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude a été menée pendant le temps Covid, 2019 jusqu'à maintenant. Je vous laisserai les liens pour y accéder pour ceux qui sont intéressés. Donc, premières choses qui sont ressorties, c'est très synthétique, c'est les collectivités, on le voit avec l'exemple de Thierry, prennent vraiment à cœur ce sujet. Par contre, il y a une difficulté et qui reste forte, c'est de ne pas le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité. Et ça, c'est difficile parfois de transformer ça en une opportunité, un levier. Je ne vais pas vous apprendre que des fois, la difficulté d'avoir une vue d'ensemble est difficile, de construire une gouvernance. Je fais un petit focus sur RH. En fait, il y a deux grandes difficultés dans les anticipations. RH, c'est pouvoir sentir les impacts sur les activités, sur les conditions de travail. Et puis, bien sûr, c'est bien de dire qu'il faut se former au numérique, mais vers où? Et donc là, il y a une méconnaissance des véritables besoins de compétences. Dernier point, c'est pas forcément lié à la taille de la collectivité. On peut avoir des petites collectivités qui vont être très motrices et qui vont aider tout un écosystème local. Enfin, et là, ça fait lien avec la côté gouvernance, c'est que s'il y a bien une faiblesse qui est identifiée, c'est la non-maîtrise du cycle de la donnée. On prend une donnée, il y a des silos qui ne font que ça ne communique pas à l'intérieur de la collectivité ou de l'écosystème de la collectivité. Et puis, alors, la protection de la donnée est vraiment un sujet très encore délicat et j'espère qu'on va vraiment passer un cap là les prochaines années. Ça reste quand même un atout d'avoir une proximité. La proximité, elle vient du fait que le dernier échelon pour aller faire une démarche reste la mairie et la collectivité de proximité. Je finis sur les points. Il y a des métiers sensibles qui ont été identifiés. Ce qu'il faut retenir principalement, enfin nous, ce qu'on en retient, c'est que ce n'est pas trop les métiers qui vont disparaître, mais les activités. C'est-à-dire que les activités ne vont pas disparaître en tant que telles, mais elles vont complètement se transformer. C'est-à-dire que la réalité du métier d'assistant de gestion va être complètement différente, même si on continuera à l'appeler comme ça. Et puis, ils ne sont pas que négatifs, mais si les deux principales ressentis de l'étude, c'est que c'est pas sur les activités elles-mêmes, mais sur l'organisation de ces activités
qu'on voit un gros changement. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus du tout de la même manière, à distance, en télétravail. Et puis, les conditions de travail, c'est là où les RH auront un énorme travail, c'est comment on attrape tout ça, parce que c'est vraiment le cerveau humain ne pourra pas tolérer trop de ces changements continus qu'on a vécu ces dernières années. Les 2 dernières slides, juste les balaye. 6 impacts ont été identifiés principalement sur les métiers. Donc ça, il y a une grille, toute une matrice qui a été faite à l'intention des RH. On retrouve des choses importantes. Évidemment, pour les collectivités, le changement de la relation entre usagers, citoyens et les collectivités est clé. Celui-là est mis en 6e. En fait, il apparaît presque en sous-jacent de tous les éléments, puisque le déploiement des nouveaux modes d'organisation bouscule tous les métiers, du métier de suivi technique ou de proximité jusqu'au métier de management stratégique. Et le dernier point, c'est un guide de travail pour le CNFPT, mais pas que. Dans les compétences socles, il s'agit de pas seulement se focaliser sur les outils, mais bien une culture numérique, c'est-à-dire une culture de qu'est-ce que je fais de mes données, qu'est-ce que je fais des données des autres, qu'est-ce que je fais. Donc tous ces éléments. Parmi les 5 blocs qu'on a identifiés, bien sûr le lien avec le territoire, penser territoire, repenser la relation à l'usager, s'approprier les nouvelles technologies, tout ça, on va dire, c'est des choses assez classiques de ce que pense, de comment se positionne l'agent territorial. Par contre, il se retrouve à dialoguer avec des opérateurs de services numériques, qui sont des nouveaux acteurs pour lui, des nouveaux partenaires, et au niveau du juridique aussi, comment on se positionne. Mais le point sur lequel on veut former le plus, c'est vraiment que la donnée devienne vraiment une ressource pour l'action publique au sens large. Voilà. Je vous remercie. Merci. Une question sur le chat, c'était le nom de l'étude, en fait. Oui. Comment elle s'appelle cette étude? Alors, l'étude, si on peut revenir juste au début, c'est donc l'étude prospective. Donc, la partie prospective, c'est celle qui va être sortie là maintenant, sur les impacts de la transition numérique sur les métiers. Donc, c'est focalisé sur les métiers de la fonction publique territoriale, qui sont vraiment donc, très vastes. Okay. Donc, c'est juste après. Voilà. Étude prospective sur les impacts de la transition numérique sur les métiers de la fonction publique territoriale. Et elle sera en ligne sur le site du CNFPT, comme celle qui est déjà là, qui est rétrospective. Merci bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de cette présentation qui peuvent être réutilisés non seulement par les collectivités territoriales, mais aussi par le privé, par les entreprises au sens large, en fait, d'où la richesse de ces témoignages. Jean-Pascal. Merci Christophe. Parole. Je remarque dans les 2 interventions, il y a une dimension humaine qui ressort énormément. Culture, etc., autour du numérique. On en parlera beaucoup en début d'après-midi parce que je pense qu'on est au cœur du sujet, en fait, l'évolution de la manière dont on vit, en fait, avec la data. Et ça se ressent à niveau personnel aussi bien que professionnel. Donc, Jean-Pascal Perrin, j'ai commencé, en fait, j'ai rué dans la présentation, j'ai oublié de me présenter. Donc j'ai un cabinet de mentorat sur la gouvernance de l'information, c'est avec des approches très très particulières. Je préside l'association Gouvinfo IAI et puis j'ai créé tout plein de choses autour de ce sujet. Voilà, j'ai mis tout à l'heure Serial fondateur. Je me fais plaisir avec ce sujet, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Et donc, j'ai créé l'Observatoire Gouvinfo, ça a commencé, il y a toute une histoire, mais j'ai créé l'Observatoire Gouvinfo il y a une dizaine d'années, en 2010. Et cet observatoire est assez atypique, puisque depuis 2010, en fait, il a à peu près 80% des questions qui sont toujours les mêmes, tous les ans. On est toujours sur une vue globale particulière, donc il y avait des éléments, enfin je dirais, il y a une dizaine d'années de vision sur la gouvernance de l'information qui se mettent en place petit à petit aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps. C'est un observatoire, donc c'est une enquête en ligne, elle est annuelle, elle est nominative. Elle est vraiment sur la vue globale que l'on peut avoir des données, qu'elles soient structurées, non structurées, avec une orientation de ce qui se passe dans les organisations. Ce n'est pas une enquête technique, c'est plutôt une enquête dans nos organisations publiques, privées. Qu'est-ce que vous faites pour mieux gouverner l'information? C'est aussi un véhicule d'acculturation, puisque à certaines époques, on a inséré en fait des éléments
de formation, entre guillemets, c'est-à-dire on posait une question et puis on expliquait pédagogiquement pourquoi on posait cette question. Alors on les a retirés parce qu'en fait on influençait les réponses, mais c'était beaucoup apprécié. C'est pas, c'est donc cette gouvernance de l'information, c'est pas une gouvernance documentaire, c'est pas une gouvernance des données. Il y a vraiment un positionnement qui est spécifique, hein, et on insiste beaucoup là-dessus puisqu'il y a d'autres enquêtes qui s'appellent gouvernance de l'information, mais qui sont des enquêtes sur la gouvernance documentaire, et on utilise le terme gouvernance de l'information pour du marketing. Donc nous, on se bat contre ça. On n'a rien contre les enquêtes sur la gouvernance documentaire, mais un des problèmes que l'on peut rencontrer dans les organisations, c'est le flou qu'il y a dans la compréhension de ce qui existe autour de la data. Donc ça, cet aspect-là de bien comprendre ce qu'est la data, de ce qu'est l'information est important. Voilà, elle est neutre, non marketing, décorrélée de tous objectifs commerciaux, et ça fait partie des valeurs de GouVinfo IAI. On est très sensible sur cette partie. Alors, je vous donne je vais aller assez rapidement. Pour l'instant, alors l'enquête, elle est toujours ouverte. Elle est disponible, on peut y accéder par l'intermédiaire du site gouvinfo.org. On a 360 participations. Pour l'instant, c'est tout secteur et taille d'entreprise confondus. Alors, il y a, si on a un seuil, il y a à peu près la moitié, un petit peu moins de la moitié, en dessous de 500 personnes pour les entreprises qui sont des petites entreprises et moyennes, petites et moyennes entreprises dans la catégorie en dessous de 500, et 50% où c'est des plus grosses PME et des grands comptes. Beaucoup de public et beaucoup secteur banque-assurance. Ce sont les premiers qui répondent en fait à cet observatoire. Alors il y a des biais puisqu'en fait on rayonne sur un fichier qui est assez conséquent où il y a pas mal de personnes qui sont dans ces secteurs d'activité, mais ça peut s'expliquer parce que les problématiques qu'on rencontre dans le public autour de l'information sont assez fortes. Il y a des secteurs publics cherchent en fait à optimiser la manière dont ils fonctionnent en s'appuyant sur l'information. Et le secteur banque-assurance, les directions métiers cœur, ce sont les DSI, et qu'est-ce qu'ils traitent? Ils traitent de la data. Donc ce sont des personnes qui sont sensibilisées, très fortement sensibilisées au sujet de la data. Donc ça s'explique. Les rattachements, on a beaucoup de personnes au niveau des directions générales ou équivalents, secrétariat général entre autres, et puis on a un petit peu moins au niveau des DSI, des DOSI, direction de l'organisation des systèmes d'information. Fonction, on a des responsables métiers, des DSI et des Chief Data Officers, et on a aussi des Digital Officers, donc à peu près 12-13%. Des DPO, pareil, 13%. Et puis, on a un nouveau rôle, qui s'appelle le CIGO, ou des personnes qui vont porter ce rôle. Donc, Christophe porte un petit peu cette casquette, beaucoup. Donc, des Chief Information Governance Officers. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir cette vue globale au sein d'une entreprise. Ici, on a des personnes, c'est important ça, les personnes au niveau des Chief Data Officers, aujourd'hui, sont en train de prendre un peu plus d'ampleur. Alors, c'est pas vrai à 100%, ce sont des tendances, mais en général, ce sont des personnes qui ont une vue plus particulièrement sur la data analytique, et qui peut-être commencent à intégrer, par exemple, le monde du document, qui n'est pas forcément intégré. Les DPO, on est sur les données personnelles, donc on a un silo d'expertise, mais pareil, les DPO ils sont confrontés aux autres facettes qui peuvent exister autour de l'information. Et digital, à une époque, on était dans la transformation digitale, et ce sont des personnes en fait qui rejoignent les Chief Data Officers. Donc on a des postes, par exemple, qui sont maintenant Data et Digital Officer, ce qui a complètement du sens. Et ces postes-là se rapprochent en fait de différents rôles que peut porter un silo. Voilà, donc ça c'est intéressant, je vais en parler un petit peu par la suite. Les rôles, on a beaucoup d'exécutifs et de managers, donc des gens qui cherchent à prendre des décisions, et puis bien sûr des experts. Alors les préoccupations, j'ai passé un truc là, non. Voilà, alors il y a plein de questions, j'ai fait un petit select. Préoccupation majeure en tant que membre d'une instance de gouvernance. Alors, ce qu'on appelle instance de gouvernance, c'est une personne ou un ensemble de personnes. C'est une structure organisationnelle qui prend en compte la vue globale de l'information au sein d'une entreprise. Donc, c'est quoi leur préoccupation majeure? L'adhésion au principe de gouvernance. Donc, c'est l'acculturation, faire en sorte que les gens rejoignent et cette vue globale. On touche à l'humain. La mise en place d'un réseau de référents avec des correspondants. Donc, je suis en contact et je cherche à faire adhérer les experts, à ramener en fait les directions vers les problématiques autour de la data, pas forcément avec la vue technique, mais avec la vue globale.
Et puis derrière, je cherche à diffuser en fait ce sur quoi je travaille pour que l'ensemble de l'organisation puisse se mettre en place ou avancer là-dessus. Et puis la conformité réglementaire, bon ça le RGPD je pense a beaucoup apporté là-dessus. Et ça s'explique aussi puisque les organisations en fait bougent grâce à une épée de Damoclès. On dit à des directions, attention, vous allez vous faire taper sur les doigts, vous allez avoir des pénalités, donc les gens bougent. On leur dit il faut valoriser le travail, optimiser les processus, ça a plus de difficultés à rentrer. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Des préoccupations en tant que producteur, utilisateur de l'information, bon ça, je veux dire, c'est évident, l'accessibilité à l'information, ça ne va pas s'améliorer. Il y a énormément d'informations, on a du mal à y accéder. Le partager, et puis ce qui est intéressant, c'est être guidé sur les règles à respecter en fonction des catégories d'informations. C'est-à-dire les règles de gouvernance, je veux qu'on m'aide à savoir comment je les applique. Les gens qui répondent, ce sont des gens qui sont intéressés par le sujet. Donc ça, c'est très important. Vous savez, il y a des biais dans toutes les enquêtes. On en parlera aussi en début d'après-midi. Donc les personnes qui répondent, les 14% sont déjà des personnes sensibilisées. Et ils ont besoin, en fait, d'être guidés sur les règles à appliquer. Donc ça, c'est très significatif. Parce que c'est très complexe, en fait. Le petit zoom sur le Chief Information Governance Officer. Donc avant tout, c'est un sachant autour des règles de gouvernance. Son cœur, il travaille en fait en effet de levier. Donc on peut, il y a d'autres, je ne sais pas si on l'aura, mais il y a d'autres réponses qui présentent en fait le pourcentage d'entreprises qui ont des instances de gouvernance. Mais c'est avant tout une personne qui va travailler en effet de levier dans son organisation et qui doit diffuser les règles de gouvernance. Il interagit avec les métiers, les COMEX, donc on n'est pas sur un rôle technique, on est vraiment sur un rôle plus proche, connecté à la stratégie d'entreprise. Et il coordonne les experts, donc ce n'est pas un hiérarchique, mais c'est une personne qui crée des ponts entre les silos d'expertise. C'est vraiment un travail d'animation. Voilà. Oui, donc je m'appelle Lucie déjà, et je travaille en effet pour une agence d'architecture intérieure et de design qui s'appelle RDAI, qui travaille donc à toutes les échelles, de la petite cuillère à la grande tour, comme on dit chez nous, et qui a une particularité forte, qui est sa polyvalence et sa croissance très forte. C'est-à-dire que en 10 ans à peu près, donc c'est une agence qui existe depuis 50 ans, mais en 10 ans, là, sur les 10 dernières années, on a quasiment quadruplé nos effectifs. Donc on est passé de 25 personnes à peu près en 2012 à plus ou moins 92 collaborateurs actuellement, en 2021, pour répondre à la fois à une croissance des projets, mais aussi à une croissance des échelles sur lesquelles on faisait nos projets. Et moi, je suis arrivée il y a 4 ans, au départ, par la matériothèque, puisqu'on a une bibliothèque de matériaux qui s'appelle la matériothèque, qui aide les architectes à choisir leurs matériaux, et ils étaient à la recherche de quelqu'un pour soutenir la directrice de la matériothèque, pour aussi réfléchir sur la gestion de l'information qui prend une grande part dans RDAI, puisque évidemment il y a énormément d'informations qui circulent au sein de l'agence et en interne et vers l'externe pour la transmission des projets notamment. Donc c'est une agence qui a la particularité d'être focalisée, comme la plupart des PME, sur son cœur d'activité, donc à savoir les projets architecturaux, où il y a toutes les équipes de production qui vont travailler, et beaucoup de fonctions transverses et supports qui vont venir appuyer à différents stades les projets architecturaux et les équipes de création. On se retrouvait face à un problème chez RDAI, chez nous, c'est que qui dit toute petite structure au départ, 25 personnes, ça amenait une culture très familiale et très orale. Donc c'était facile de communiquer les uns avec les autres. De toute façon, ils étaient tous à côté, ils pouvaient facilement se parler, tout le monde se connaissait. Et puis, au fur et à mesure que l'agence a grandi, évidemment, il a fallu aussi prendre d'autres locaux. Donc, on a commencé à être un peu plus éparpillés, même si on est très proche géographiquement, mais à être très éparpillés. Les méthodes que chacun avait mis en place pour gérer ses projets, il fallait qu'on commence à avoir une méthode plus globale et qui soit facile pour les nouveaux arrivants à assimiler. Et donc, moi, quand je suis arrivée, je me suis vite rendu compte que c'était un petit peu le bazar et que il y avait beaucoup de choses à faire pour que les choses s'améliorent. Et donc, on a commencé par des petits projets
notamment par refaire toutes les arborescences des projets, puisque c'est des dossiers sur des serveurs qui étaient rangés chacun à sa manière. Donc c'était extrêmement difficile pour n'importe qui de s'y retrouver, y compris pour eux-mêmes, pour les architectes eux-mêmes. Donc on a commencé par ce genre de petits projets. Il y a d'autres projets qui ont été menés par des équipes en interne, notamment des équipes créa sur des répertoires 3D, donc de nos fichiers 3D, sur des guides pour aider les nouveaux arrivants à assimiler des concepts de l'agence et comment on faisait un projet. Et puis au fur et à mesure, par l'accumulation en fait de tous ces petits projets, est arrivé un beaucoup plus gros projet qui s'appelle le Z et qui en fait est c'est une plateforme collaborative et collective qui regroupe toute l'activité de l'agence. Et donc c'est un peu l'idée d'un mini ERP qu'on a développé entièrement sur mesure, avec un système de modules collectifs et de modules spécifiques pour des métiers qui communiquent les uns avec les autres et qui partagent toutes les données essentielles à l'agence. En fait, avant, on avait 3 bases de données qui ne communiquaient pas. Donc, il y avait la matériothèque qui avait sa base de données, la communication qui avait sa base de données et la gestion financière, sa base de données. On n'avait aucune base de données sur nos projets réellement, à part d'un point de vue financier. Et on avait des suivis des équipes qui se faisaient sur des Excel. Les ressources humaines géraient leurs trucs sur leur propre Excel à elles. Enfin voilà, donc il n'y avait rien qui communiquait. Et le seul moyen de s'en sortir, c'était de ne pas arrêter d'aller demander aux gens qui nous transmettent leur tableau, que les gens ressaisissaient. Enfin voilà, on avait vraiment un problème de partage de l'information et de partage des données avec tous les risques évidemment qui étaient liés à ça, donc le risque d'erreur par les multiples saisies, la fiabilité des données parce qu'on savait plus trop d'où venait la donnée au départ. Et donc l'idée, ça a été de créer vraiment tout cet outil pour faire circuler cette information et arriver à quelque chose de beaucoup plus efficace et pratique pour les équipes, avec aussi l'envie de créer justement une base projet pour que tous les architectes puissent avoir accès à l'information, puisque jusque-là, finalement, on allait sur notre propre site internet pour voir des informations sur nos projets, ce qui est un petit peu bizarre. Et donc, ce projet-là, qui a mis quasiment 4 ans à être fait, a été long, parfois un peu douloureux, parce qu'il remettait en cause énormément de choses pour l'agence, notamment d'un point de vue organisationnel, évidemment, mais aussi sur une certaine possessivité de l'information et sur une impression classique, qui est celle que de toute façon ce ne sera pas adapté parce que la PME a une impression de singularité qui est très forte, et puis parce que la peur que le numérique remplace l'humain, ce qui n'était pas du tout le cas avec un outil qui est uniquement un outil d'aide et où l'humain est vraiment au centre de tout ce système-là, puisque c'est chacun qui va saisir les choses pour pouvoir faire avancer toute l'agence. Et en fait, pour mettre en place cet outil, donc au bout d'un moment, qui grossissait au fur et à mesure du temps, j'ai repris des études à l'EBD en Master 2 de Management de l'information pour pouvoir avoir les billes aussi pour m'aider là-dessus. Et je me suis rendu compte pendant ma formation que on parlait énormément de management de l'information et de gouvernance de l'information dans le privé pour des grands groupes et dans le public pour toutes les structures. Mais on parlait jamais, ou vraiment très rarement, des PME et de leur questionnement à eux. Alors même que les PME, donc les petites et moyennes entreprises, ont des particularités qui font qu'elles ne vont pas aborder la transition numérique et leur gestion informationnelle de la même manière que des grands groupes ou que des groupes publics. Et donc j'ai défini en fait tout un cœur de PME que j'ai décidé d'étudier à travers leur structure, donc des éléments structurels. Je disais tout à l'heure l'impression de singularité, évidemment les contraintes financières qui sont fortes, mais aussi des ressources humaines qui sont très polyvalentes, etc. Voilà, donc il y avait des éléments structurels, des éléments techniques, évidemment des éléments liés aussi à l'environnement, et puis tout ce qui les rendait spécifiques dans leur gestion de la transition digitale. Alors même qu'ils sont obligés, ils sont obligés de réussir à entrer dans cette transition digitale, puisqu'ils n'ont plus vraiment le choix maintenant, surtout avec le confinement et avec le Covid et tout ça.
Et donc, face à ces éléments de transition digitale, donc avec l'utilisation massive des technologies, les fortes volumétries documentaires qui sont créées et ce mélange analogique et numérique qui existe pour l'information, mais aussi le développement des modes collaboratifs, le télétravail massif, etc. Donc, tous ces éléments impliqués par la transition digitale se mêlent en même temps à leurs propres évolutions à elles, des PME, face à leur évolution et leur croissance. Donc, comme je disais tout à l'heure sur RDAI, l'exemple de l'évolution de l'augmentation du personnel, donc de changement d'échelle, mais aussi le déplacement sur différents sites, l'ouverture de filiales, le mélange des générations aussi au sein d'une PME, qui implique qu'il y a des personnes qui arrivent et qui sont beaucoup plus à l'aise numériquement et qui comprennent pas comment des process peuvent être encore papier. Voilà, tout ce genre de choses qui ont fait que selon moi, ces deux éléments ont demandé des réactions numériques et ce que je souhaitais, c'était proposer une manière une méthode pour aborder ces réactions numériques en PME. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans mon mémoire de fin d'études, en essayant d'esquisser une démarche adaptée aux PME, une démarche de management de l'information adaptée aux PME, qui partent sur le principe et la philosophie du verre à moitié plein. Et donc, plutôt que se concentrer sur les éléments, entre guillemets, négatifs liés à une PME, donc à savoir des moyens réduits, des habitudes qui sont très fortement ancrées, des silos documentaires qui sont souvent marqués et des règles tacites avec une préférence pour l'oral, plutôt se concentrer sur toutes les opportunités qu'on a en PME, donc voir le verre à moitié plein, et donc se baser sur le bricolage collectif qui est apprécié en PME, à la différence parfois de grands groupes, un passage à l'échelle qui est facilité, c'est-à-dire que d'un petit projet, on peut réussir à vraiment monter progressivement vers des choses plus grandes, une flexibilité qui est le propre même des PME, et donc finalement ce qu'on nomme souvent le désordre créateur, le transformer en force, et donc faire des différences des PME une vraie force sur lequel le manager de l'information puisse s'appuyer pour mettre en place sa méthode. Et c'est donc une méthode que j'ai résumée dans un schéma où la gouvernance de l'information, qui est le step suivant, mais qui doit s'appuyer sur un management de l'information déjà un peu ancré, donc le management de l'information va regrouper, selon moi, 3 éléments de méthode extrêmement importants en PME, qui est l'étude de l'existant, du contexte et des besoins, qui est souvent une étape qui n'est pas prise à sa juste valeur dans les PME parce qu'on a besoin d'urgence, un sentiment d'urgence à faire les choses et qu'on ne peut pas perdre du temps et de l'argent sur l'étude, alors même qu'elle est indispensable pour mener un bon projet. Le fait de mettre en place la méthode avant les outils, on a une certaine tendance en PME à se dire que finalement, faire du management de l'information, c'est choisir un outil, accumuler les outils, et puis on va trouver toutes les réponses idéales à tous nos problèmes avec juste ces logiciels ou ces solutions informatiques, ce qui évidemment est complètement faux. Et donc là, vraiment se focaliser sur toute la partie méthodique et création de process et réflexion en amont avant de choisir les outils qui vont être adaptés à ça. Et enfin, la stratégie des petits pas qui part du même principe que les projets pilotes ou ce genre de choses et qui est indispensable en PME, c'est-à-dire commencer tout doucement pour ne pas brusquer les équipes et s'assurer de leur adhésion en allant graduellement ajouter petit projet plus petit projet plus petit projet pour faire grande transformation, si on schématise très simplement. Et donc tout ça, ça met au cœur du management de l'information pour les PME la notion du juste utile, c'est-à-dire une démarche qui est réellement appropriée dans sa temporalité, dans son échelle et dans sa démarche même, enfin je veux dire dans la méthode même qu'on met en place pour vraiment avoir un projet complètement adapté à la PME et à ses ambitions et toujours remettre les objectifs initiaux du projet et de ce qu'on veut faire avec ce management de l'information face à ce qu'ont besoin les employés et la direction pour que ça corresponde et que ça matche en permanence. Et donc ça, pour moi, c'est le manager de l'information numérique qui le coordonne et qui le facilite, mais ça se fait avec les équipes qui, elles, vont utiliser et adhérer ou pas à tous les projets qu'on met en place pour mettre en place ce grand management de l'information. Et donc, un lien qui est en permanence entre
un espèce de coordinateur et de facilitateur numérique et des équipes qui doivent être presque motrices sur ces sujets-là. Très intéressant, qui résonne beaucoup aussi avec ce qu'a fait Thierry, en fait, parce que là, on part d'un contexte très terrain, en fait, et puis après, on essaie de voir comment ça peut se généraliser, comment on peut trouver une méthode. Donc, on revient sur une méthode, en fait, pour essayer de faire les choses dans le bon ordre, etc. Et là, quand même, quel parcours, parce que partir de classer des plaques de plaque au plâtre, un peu comme chez Point P, en fait, dans des rayonnages pour arriver à un management de l'information, c'est quand même assez intéressant. Alors, donc, nous allons passer maintenant avec justement une ancienne aussi comme Thierry, donc lauréate des EI Awards en fait, et Élise, qui va nous parler justement du partage des données pour le service public de la protection sociale en France et en Belgique en fait, justement, parce qu'il n'y a pas que la France qui travaille sur ces sujets-là avec le NIR en fait. Absolument, merci Christophe. Donc, je suis Élise Debiez, donc je dirige l'Institut des hautes études de protection sociale. Je suis également avec Ariane Aubry, donc DPO de la CNAV, lauréate des EI Awards 2019 pour l'initiative Le NIR, données de référence. On avait été très étonnés avec Ariane de constater l'engouement que suscitait notre projet qui promouvait la transparence des usages du NIR. Et cette transparence, en fait, la restitution à l'usager des usages de son numéro de sécurité sociale, mais bien au-delà de l'ensemble de ces données, on ne peut que constater que sans doute, sous l'effet du RGPD, elle est vraiment maintenant ancrée dans l'ensemble de nos projets, et notamment en Belgique de manière très forte. Donc, on va voir ça à travers aujourd'hui le partage des données de protection sociale. On va essayer de faire un petit comparatif entre la France et la Belgique, évidemment en survolant le sujet. Donc, le but de ce partage, c'est le dites-le-nous une fois. Le dites-le-nous une fois, principe qui consiste à ne demander à la personne qu'une information une seule fois, permet d'une part une meilleure gestion, une meilleure productivité, notamment quand cette information elle est directement injectée dans les systèmes d'information. Elle permet également de payer à bon droit. Si on ne ressollicite pas la personne, on a moins de risques d'erreurs et de fraude. Et elle permet bien évidemment une simplification des démarches. En Belgique, le principe « dites-le-nous une fois », il est poussé à son extrême avec maintenant le « dites-le-nous jamais ». C'est-à-dire que l'administration est totalement proactive et une personne, par exemple, si elle est handicapée, on va partir de sa situation pour lui ouvrir les droits qui sont les siens sans lui demander. Et donc, alors qu'en France, on est encore dans des droits quérables et non portables. Ça suppose un saut juridique qu'a franchi la Belgique. Donc, on est sur de l'automaticité des prestations sociales. Alors maintenant, quelles données partager? Bien entendu, les données d'identification, c'est la base des données de référence partagées entre administrations. Si on n'a pas identifié les individus, on n'est pas du tout dans un cercle de confiance, on n'est pas dans la fiabilité. Donc le NIR en France, le numéro national d'identification en Belgique, c'est toujours la clé du partage de données. Élargissons un petit peu le spectre maintenant. Donc, ces données de référence qu'on va partager, en Belgique, elles sont déterminées dans une matrice qu'a définie la Banque de Carrefour belge de sécurité sociale. Cette matrice s'appelle Only Once et donc elle définit des sources authentiques de catégories de données ou de données et les destinataires de ces données. Donc, ces catégories de données, ça va être par exemple la catégorie salaire. Et au sein d'une catégorie, on va avoir des composants, par exemple le composant montant, ce montant étant lui-même constitué de différents éléments. Donc, il y a tout un travail sémantique extrêmement important qui est réalisé. En France, on a le même travail, mais de manière sectorielle. Le projet dispositif de ressources mensuelles va définir donc différentes sources de ressources
les agglomérer sur une maille fine qui est donc le numéro de sécurité sociale et restituer ces informations relatives aux ressources des personnes à des administrations qui ont à en connaître. Donc le DRM, on va l'utiliser dans différents contextes. Vous avez entendu parler de la contemporanéisation des APL, c'est grâce au DRM. La restitution des montants des prestations dans le répertoire national commun de protection sociale, c'est aussi grâce au DRM. Et maintenant, dans le portail national des droits sociaux, la personne, l'individu qui se connecte va pouvoir se voir restituer les différents montants gérés donc par les administrations qui connaissent ces données. Donc ça, c'est au niveau des données qu'on partage. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'information de la personne ici, elle est toujours très importante, puisque entre le dites-le-nous une fois où elle risque d'être un petit peu déconnectée des partages d'informations qui sont faites sur sa personne, eh bien, il est important de lui restituer systématiquement ces données pour qu'elle puisse exercer son contrôle. C'est un élément de la gouvernance. Donc, en Belgique, cette gouvernance, elle est donc dans le domaine de la protection sociale articulée par la Banque Carrefour belge de sécurité sociale qui va gérer les échanges de données, le partage de données entre 3000 entités dans le secteur social. La Banque Carrefour belge de sécurité sociale, elle est plus Carrefour que banque. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'un aiguilleur entre organismes, sous le contrôle d'une autorité de contrôle de protection des données extrêmement stricte. En France, on va avoir des initiatives plus hybrides. Alors, on a parlé tout à l'heure du répertoire national commun de la protection sociale, RNCPS. Elle s'apparente un petit peu à la Banque Carrefour belge de sécurité sociale, mais le RNCPS est également opérateur d'affichage du patrimoine social des individus aux administrations sur la base du NIR. Donc c'est à la fois un aiguilleur, mais aussi un opérateur. De fait, la CNAF, qui est opérateur du RNCPS, est à la fois organisme de sécurité sociale dans le domaine des prestations vieillesse, mais également opérateur de services communs pour la communauté des organismes de protection sociale. Et puis on a quelquefois, dans des domaines particuliers, création de groupements d'intérêt public. Donc, on en a un dans le domaine de la retraite, l'Union Retraite, et puis le GIP MDS a lancé donc la DSN, Déclaration sociale nominative, et très fortement contribué au DRM, dispositif de ressources mutualisées. Donc, on voit qu'on a des initiatives plus hybrides en termes de gouvernance des acteurs. En termes de gouvernance de l'info, ça pose une vraie question, puisque nos administrations doivent être organisées en confiance pour ne pas avoir à redemander la preuve des informations que la source authentique, elle, possède. Et cette organisation en confiance, elle n'est pas facile à établir. Elle est vraiment établie dans la Banque Carrefour belge de sécurité sociale avec la matrice Only Once. Elle est plus difficile à établir en France parce qu'on a des règles de gestion du risque qui font qu'on a besoin d'avoir la preuve de nos infos. L'intervention de l'humain, je ne vais pas y revenir parce qu'on en a beaucoup parlé, mais en ouverture, je voudrais parler d'un projet qui a vraiment marqué la possibilité pour nous, administration, d'être interopérable. C'est le pass sanitaire européen. Vous avez tous constaté qu'en très peu de temps, on a réussi à avoir un pass sanitaire interopérable, donc qui est potentiellement lu par l'ensemble des pays européens. Et sur cette infrastructure de confiance, on pourrait tout à fait caler un pass de sécurité sociale. Donc je pense que c'est une excellente idée pour une prochaine initiative des EIO Awards. On a l'infrastructure de confiance, on a la technologie, on a les acteurs. Donc pourquoi ne pas faire ce pass de sécurité sociale qui nous permettrait d'être mobile en Europe en pouvant prouver nos droits sociaux. Tous ces projets, la condition de leur réussite, c'est que les acteurs, les responsables de traitement, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, garantissent la sécurité des données personnelles qu'ils traitent. Transparence permet contrôle par l'individu des données traitées par ses responsables de traitement, mais ne suppose pas transfert de responsabilité. Donc la garantie de la sécurité me semble l'élément à retenir. Merci beaucoup. Donc,
encore un point de vue très intéressant, en fait. Passe sécurité sociale, combien de personnes dans la rue, combien de samedis, en fait. Ça va être la question suivante, en fait, parce que on voit qu'en France, quand on commence à parler de sujets comme ça, agglomération, partage de fichiers, centralisation de différentes choses, ça fait quand même pas mal de levées de boucliers. Oui, vous avez une question? J'ai juste une petite interrogation. L'interopérabilité au niveau européen, c'est très bien, mais là, c'est sur un sujet clivant et potentiellement liberticide, surtout si le pass sanitaire se prolongeait avec une 3e, 4e, 5e dose tous les 6 mois. Alors même que chez nous, on a un nombre de cartes vitales qui est de plusieurs millions supérieur à celui d'habitants. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer de priorité et de voir, avec la gouvernance de la donnée, ce qui pourrait être fait pour supprimer la fraude à la sécurité sociale? Et là, il s'agit de collecter peut-être 15 ou 20 milliards d'euros chaque année, ce qui correspond à peu près à 1,5 point de CSG. Voilà. C'est un débat ouvert à traiter. Tout à fait. Okay. Donc, on va terminer cette première table ronde, en fait, avec voilà, un point de vue un peu plus juridique, entre guillemets, avec un retour d'expérience sur l'exploitation de la donnée au sens commercial et personnel par Isabelle Landreau. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Jean-Pascal et Élise de nous recevoir. Donc, je suis ravie d'être là et vraiment, je vais faire la jonction avec tout ce qui a été dit parce que c'est extrêmement intéressant. Donc, j'ai noté, première chose, difficulté de la collecte et de travailler ensemble. Deuxièmement, l'intérêt donc de collaborer pour des projets innovants et à travers la fonction territoriale qui est très diverse. Et puis, Élise, évidemment, la protection de la donnée personnelle pour la sécurité sociale avec des projets innovants justement pour ce pass de sécurité sociale. Alors, il y a des grands principes qui sont soulevés dans toutes ces interventions et je vais m'en focaliser que sur deux. Premièrement, la liberté. Il y a un intervenant qui dit oui, ben c'est liberticide. Alors en effet, qu'est-ce que la liberté? C'est un grand principe, on l'a bien sûr dans notre Constitution, on a aussi dans le droit européen, dans la Charte des droits de l'homme, européenne des droits de l'homme. Mais c'est quoi cette liberté? C'est la liberté de choisir, de faire, de ne pas faire, de refuser, de rejeter. Donc on va voir que justement la technique, les moyens technologiques et notamment ce qu'a soulevé aussi Élise, l'automaticité va peut-être réduire notre liberté. Deuxième grand principe, dans nos démocraties occidentales, cette liberté, elle s'appuie notamment sur le consentement. Et le consentement, vous le savez, c'est une base légale parmi d'autres de la collecte de la donnée au sein du RGPD. Donc le RGPD, bien sûr, c'est un texte européen, mais il faut savoir regarder autour de soi. Ce texte a envahi le monde entier. Il y a récemment les Émirats arabes unis qui ont adopté une loi sur la protection de la donnée. Ils ont une agence qui ne s'appelle pas la CNIL ou Data Protection Authority, mais ça ressemble exactement. Donc, dans le monde entier, on a ces mêmes grands principes. Et le consentement, évidemment, c'est fondateur de notre propre liberté. Alors, c'est bien sûr la décision d'accepter ou, bien sûr, de refuser. On voit que malheureusement, et donc là, c'est un retour d'expérience aussi bien en entreprise que l'individu, que le consentement est mis à mal. Le consentement est mis à mal sur plusieurs choses. D'une part, on s'aperçoit qu'il y a un problème de gestion de consentement. C'est-à-dire que quand on veut recueillir le consentement, alors là, les Belges disent, bah oui, on ne demande qu'une seule fois. Mais le problème derrière, c'est qu'il va falloir garantir la sécurité et la preuve. Donc, lorsqu'on a des formulaires pré-remplis, eh bien, évidemment, notre consentement, il est un peu biaisé. Autre part, on a aussi des cases précochées. Vous savez que la CNIL a dit non, surtout pas les cases précochées. Dans la réalité, c'est toujours un peu difficile. Chez certaines industries, on aime bien avoir des cases précochées. Et puis derrière, le citoyen va signer, d'accord, sur papier ou en ligne, mais il va signer. Il va dire, bah oui, il a consenti, il a signé. Mais est-ce qu'il a lu les cases précochées avant? Voilà. D'autre part, est-ce que
avec l'automaticité, est-ce qu'on ne déporte pas le problème? C'est-à-dire que finalement, le consentement, il est dans la machine, parce qu'on va faire du privacy by design, c'est-à-dire le respect de la vie privée dès la conception de l'objet, et que finalement, c'est la machine qui décide pour nous. Donc, évidemment, il va falloir contrôler la machine et contrôler les mesures techniques qui sont à l'intérieur de la machine. Hein, c'est très important, c'est ce qu'a soulevé aussi Élise. Donc, évidemment, on voit des choses intéressantes qui se font, qui s'appellent donc les CMP ou les plateformes de gestion de consentement. Je ne sais pas si vous les connaissez, il y en a quelques-unes, Didomi, Acceptio, Termly pour les PME, et c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'évidemment, on soumet ce consentement à un gestionnaire tiers, un prestataire technique, et il va faire quoi? Il va collecter les consentements, les conserver, mais aussi les gérer, c'est-à-dire avoir la possibilité, lorsque vous allez le demander, de retirer votre consentement. Donc, ça, je pense que c'est bien sûr l'avenir pour les citoyens de façon générale et aussi pour les entreprises. Alors, l'entreprise, elle est confortée à... Oui, non, je n'en ai que 2 de toute façon, donc voilà. Je n'y suis pas encore. L'entreprise elle est confrontée à, bien sûr, à un problème de ce qu'avait soulevé notre premier intervenant, à la masse des données. On a énormément de données et bien sûr, il faut les travailler. Ah, j'ai plus que 5 minutes, d'accord. Il faut les travailler rapidement. Alors, donc, ces données, bien sûr, ça va donner 2 types de moyens techniques qui sont les data lakes et les backplanes. Donc, le data lake, bien sûr, c'est un réservoir de données, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait des data analystes ou des data scientists pour travailler la donnée. Et le backplane, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un panier avec des connecteurs parallèles et chacun va venir se connecter à ce panier. Alors, on voit dans le retour d'expérience qu'il y a un nouveau métier donc, qui est intéressant, c'est la deuxième slide, voilà, qui est ce qu'on appelle le Data Sharing Officer, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, le Data Sharing Officer, je l'ai vu tout récemment, le DSO, c'est très intéressant, c'est-à-dire que suite à cette gestion du réservoir de données ou du panier de données, eh bien, on va avoir quelqu'un qui va décider que faire avec la donnée, l'importer, l'exporter, garantir sa sécurité et à qui, bien sûr, la communiquer. Donc là, évidemment, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a une gouvernance de la donnée. On n'est pas dans le modèle américain des courtiers de données, les data brokers. On est plutôt dans un modèle de revendeur et que chacun a sa part dans ce système de la donnée. Donc, aujourd'hui, difficile gouvernance de la donnée. Pourquoi? Parce que, il y a une masse, une volumétrie de la donnée qui n'est pas évidente. Il faut coordonner les différents métiers et il y a des nouveaux métiers qui arrivent, notamment donc, le DSO et le citoyen dans ce monde-là. Est-ce qu'il n'est pas justement un peu le crétin digital, comme le dit le neuroscientiste Demurger, c'est-à-dire qu'il est perdu dans ses addictions numériques par les réseaux sociaux et finalement, il n'a plus sa liberté de choix. Merci. Merci beaucoup. Donc on a appris un nouveau rôle là, parce que le crétin digital, ça va. Je sais pas si c'est. Je veux bien que ce soit un rôle dans une entreprise, parce que là, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont le tenir. Mais autrement, le DSO là, c'est nouveau. Donc on le rajoutera dans les acronymes. Donc maintenant, on va passer donc un peu à un débat justement à partir de toutes ces interventions. Est-ce qu'on a des questions déjà qui sont venues par le chat en fait, ou des réflexions suite à ces différentes interventions? Non, pas. Jannick, peut-être? Alors, oui, sur le chat, non, pour l'instant, on n'a eu qu'une question concernant la transition numérique, à laquelle Roberto a d'ailleurs déjà fort bien répondu. Et sinon, on a fait part, effectivement, avec Lionel ou moi, des liens que vous avez cités tout au long de vos interventions. D'accord, très bien.
Donc, quand on voit un peu tout ce qui s'est dit, bon, ça peut donner quand même un peu le vertige, en fait. C'est-à-dire, justement, cette multiplicité des rôles, bon, on voit quand même que on va prendre le dernier axe là, qui est l'humain, en fait. On voit à travers toutes ces initiatives quand même le rôle, justement, de l'humain, de voir qui va faire quoi, comment les gens vont s'approprier un peu toutes ces techniques, comment ils vont s'approprier ces nouveaux rôles. Est-ce que tout ça ne donne pas le tournis quelque part, en fait? À un moment donné, est-ce qu'on va arriver à classer quand même des nouvelles fonctions et pour qui, pourquoi? Parce qu'on a vu bon, de la personne qui fait tout dans une PME, un peu qui est le chef d'orchestre, jusqu'à des gens qui sont des chefs de projet dans des collectivités locales et puis qui en devenant chef de projet, s'approprient aussi tout un nouveau périmètre, à des études transverses, de nouveaux rôles, comme on l'a vu dans la gouvernance de l'Observatoire de la gouvernance de l'information. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas tout le monde qui va faire un peu ce qu'il a envie de faire, entre guillemets, en fonction de ce que l'entreprise va lui donner, ou à part le DPO, en fait, comment on va pouvoir un peu structurer ça et comment aussi on va pouvoir former un peu ces gens-là, parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi leur expliquer quels sont les rôles et quelles sont les responsabilités. Est-ce que vous voulez réagir un peu déjà sur ce premier axe, en fait? Oui. Je pense qu'il est un peu tôt pour structurer. Alors c'est vrai qu'on a tendance, moi-même, hein, je le dis au quotidien, hein, à chercher à structurer pour pérenniser, pour industrialiser. Et je m'interroge s'il n'est pas encore un peu trop tôt. Je pense qu'on est au début d'un processus de transformation, qu'on n'a pas encore identifié tous les leviers, toutes les conséquences et toutes les possibilités de mise en œuvre, tous les impacts. Et je pense plutôt, après réflexion, ce serait plutôt le moment d'accompagner l'innovation encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, pendant une période qui sera nécessaire avant peut-être d'arriver à un plateau où là on pourrait éventuellement structurer, mais là, comme on est dans une démarche d'innovation et de transformation continue, et je le vois bien, nos organisations ne sont pas prêtes à structurer sur si peu d'éléments encore. Voilà, il faut encore creuser, il faut encore avancer. D'accord. Quand tu dis nos organisations ne sont pas prêtes, hein, Si tu peux juste une question, c'est qu'est-ce qui n'est pas prêt dans nos organisations en fait, hein? C'est quoi? C'est le management? C'est l'ensemble des personnes qui composent l'organisation? Alors, je pense que ces structures et nos organisations se sont construites depuis, comme elles sont aujourd'hui, elles sont construites depuis beaucoup d'années. Voilà, elles reposent sur des méthodes d'organisation, sur des principes, sur des postes, sur des postures, sur des formations, sur des compétences qui se sont développées depuis longtemps. Et transformer ça va être long. Je pense que c'est ça. On a il y a une inertie qui nous empêche aujourd'hui de se dire on va être agile, on va rebondir sur tout ce qu'on peut capitaliser autour de ces processus d'innovation pour les industrier et aller vite. J'ai l'impression que c'est un peu tôt parce que la machine derrière, elle ne suit pas, d'un point de vue culturel, mais également d'un point de vue organisationnel, accompagnement, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que l'humain commence à être prêt, mais la structure dans laquelle il évolue dans une entreprise ne l'est pas? Ce qui est un peu paradoxal parce que c'est l'humain qui définit la structure. Et la structure met du temps en fait à... Alors c'est paradoxal, oui et non, on l'a vu. Le décidateur, aujourd'hui, la place de la personne qui impulse l'innovation et qui l'opère n'a pas forcément une capacité de décision, ou en tout cas de porter un impact important dans la collectivité. Et voilà. C'est pour ça que ce n'est pas forcément contradictoire, de mon point de vue. Est-ce que ça évoque d'autres postures là sur cet aspect? Oui. Oui, bonjour. En tout cas, merci à tous les intervenants. C'est très, très intéressant. C'est complémentaire à ce que vous avez dit. C'est vraiment un fil d'eau. Mais par rapport à la question, c'est vrai, donc si je reprends ce qu'il vient de dire Thierry, l'organisation, elle est basée sur des process très anciens. Et pour opérer, donc pour passer à la transition numérique, il va falloir revoir, mettre à table l'ensemble des processus métiers pour voir comment ça transite d'un métier à un autre. Et le problème là, c'est que donc la peur de changement de la hiérarchie, parce qu'ils ne veulent pas bousculer une façon de travailler
qui a l'air de marcher d'après eux. Mais le problème de la transition ne repose pas uniquement sur la hiérarchie, ça repose aussi sur les agents. Il faut une acculturation des agents pour leur expliquer c'est quoi la transition, quel est le rapport de la transition, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Et donc, à partir de là, lorsqu'on parle de changement de process, on va impulser un travail transversal de remise en cause de l'existant pour mieux établir et élaborer un nouveau système de process basé sur la donnée qui pourrait éventuellement donner ses fruits et permettre à la hiérarchie de mieux se baser sur quelque chose de réel, je dirais, et correct. C'est comme si on veut refaire une refondation pour mieux bâtir, quelque part. Et à partir de là, donc, ça facilitera donc la transition de la donnée entre les différents métiers. Ça facilitera aussi la transition de la donnée par niveau. Et ça permettra donc à la hiérarchie de mieux élaborer une gouvernance fiable qui répond à la question de la transition numérique d'aujourd'hui. Donc en fait, ce que tu dis là, Béatif, c'est effectivement c'est le processus complet, c'est-à-dire à un moment donné, il faut retransformer l'entreprise, les processus de l'entreprise pour aller vers imposé par cette transformation digitale. Chacun va avoir son rôle, se désiloter pour justement peut-être améliorer la fluidité du transfert des données et des informations au sein de l'entreprise, et que à partir de ce moment-là, une fois qu'on aura refait les processus de l'entreprise, il y a des nouveaux rôles qui émergeront et qui permettront un peu de remettre un peu d'ordre ou de pérenniser de l'ordre dans tout ça en fait. Est-ce que ça ne va pas prendre trop longtemps, ça, en fait? Ça va dépendre des organisations, je pense, des collectivités et des institutions, en fait, hein, d'aller jusque-là, en fait. Hein. Mais à mon avis, je pense que c'est un processus continu, en fait, hein, d'amélioration continue, et qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça va s'arrêter, entre guillemets, parce qu'après, il va peut-être y avoir une autre disruption, en fait, hein, qui va faire que les choses vont encore bouger, quoi. Et est-ce que pendant ce temps-là, tout le monde ne va pas faire tout et son contraire, en fait? C'est-à-dire qu'il y a aussi ce risque-là, en fait. Donc, là, on aborde la notion un peu de pilotage aussi, en fait, hein, de dire quel est un peu le pilote. On l'a vu, tu le disais un peu, Jean-Pascal, dans l'observatoire. Bon, il y a des rôles qui sont en train de bouger. C'est vrai que quand les entreprises se sont lancées dans la transformation numérique, bon, ils ont tous nommé un Chief Digital Officer parce qu'il faut les faire du digital. Et puis, en fait, aujourd'hui, celui qui prend le pas, c'est plus le Chief Data Officer, en fait, hein, qui est en train de prendre le pas par rapport à ce Chief Digital Officer. Et le DSI au sens traditionnel, qu'est-ce qu'il devient, en fait? Et c'est vrai que dans les entreprises, le processus que tu expliquais, au début, quand on a lancé la première vague d'informatisation, le DSI, c'était un mec qui venait des moyens généraux et qui gérait les fournitures de bureaux, pratiquement, en fait. Hein, et c'est lui qui est devenu DSI, en fait, entre guillemets. Les premiers DSI sont nés de là, en fait. Hein. Donc, on a aussi ce mouvement perpétuel. Et à un moment donné, aujourd'hui, on le voit à travers vos initiatives, on sent une notion plus de pilotage de l'initiative, en fait, hein, que de pilotage d'une organisation, en fait. Est-ce que ça peut, je dirais, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Oui, Élise. Oui, effectivement, je pense que le pilotage par la donnée, en fait, va drainer des transformations que le droit, la transformation des organisations va suivre. Je donne un exemple, la réforme des retraites, hein, donc, qui est peut-être aujourd'hui avortée. En réalité, le rapprochement des régimes de retraite, il s'est effectué grâce au RGCU, hein, le répertoire des gestions des carrières uniques, qui a en fait créé un répertoire unique pour gérer les carrières par l'ensemble des organismes de retraite. Donc, en termes de données, on a déjà fait le rapprochement des régimes. Hein. Il ne reste plus qu'à mettre la couche juridique et la couche organisationnelle, qui sont effectivement, en tout cas la couche organisationnelle, on imagine ce que ça suppose de bouleversement des organisations. Mais c'est vrai que la donnée draine ces transformations. Hein. Donc elle est dans ce rôle d'innovation, d'impulsion des transformations de la société.
Non, mais je vais aller dans le même sens, c'est-à-dire que l'impression que, alors, je ne sais pas comment c'est partagé, mais il s'est passé beaucoup de choses, en particulier ces 2 dernières années. Donc il s'est passé, et donc il y a quelque chose à s'approprier. C'est-à-dire que moi, le sentiment, c'est justement de quelque chose de très rapide. Alors évidemment, je vais arriver à la gouvernance de l'information à la suite, mais le constat, c'est qu'il y a énormément de choses, et moi je prends l'exemple du domaine public, mais qui permet à tout usager citoyen de bénéficier, c'est France Connect par exemple. Aujourd'hui, toute collectivité s'approprie ça, tout organisme peut se greffer, et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait ces démarches, mais que ça soit inscrire ses enfants à la crèche, comme voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très vite, et je crois que là, il y a quelque chose pas à rattraper, mais à suivre, plutôt qu'essayer, effectivement, donc à gouverner, mais dans le sens comprendre un peu ce qui s'est passé très vite. Après, si je prends par exemple, il y a des sujets aussi qui évoluent très vite et on ne s'en rend pas compte. Par exemple, en 2019, on réforme la formation continue. Il y a plein de choses qui sont dites, des nouveaux dispositifs, mais le point clé, c'est que la formation n'est plus un acte de formation unique. C'est-à-dire que la formation, c'est monter en compétence par toutes les façons. Et donc le législateur a ouvert toutes les vannes là-dessus. Alors en 2019, on est en 2021, mais ça, c'est quelque chose qui va être un raz-de-marée, c'est-à-dire qu'on ne se formera plus en venant dans une classe, mais on se formera comme aujourd'hui, par exemple. Un événement comme aujourd'hui, c'est un élément de sensibilisation et de formation. Et puis, un point de vigilance, c'est qu'on parlait du consentement. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois, moi, c'est que le consentement m'arrive, c'est-à-dire que maintenant, on me demande de valider ou pas mes cookies, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on me dit? C'est si je ne valide pas, je n'accède plus au monde.fr. Donc là, c'est là qu'il y a un point de gouvernance qui me paraît encore plus macro, c'est qu'il y a une très bonne idée qui est effectivement de pouvoir consentir. Mais si c'est ça qu'on me demande, à la limite, c'est pire qu'avant. Voilà. Donc c'est juste un point de vigilance, mais pas un point d'inquiétude, mais plus que, à mon avis, la gouvernance, c'est cet équilibre-là, public, privé. Et, voilà. Et donc, moi, je suis assez optimiste dans le sens où, il y a quelques années, on aurait parlé de ces sujets-là, il n'y aurait eu que les experts ou les très intéressés. Aujourd'hui, je crois qu'on parle de ces termes-là. Je crois qu'on touche monsieur tout le monde dans une entreprise. Donc, je suis assez optimiste là-dessus. Et je pense que ce que disait Abdelati, c'est que voilà, il faut peut-être effectivement toucher les choses, mais on n'est plus des étrangers de ces vocabulaires. Voilà, maintenant, je crois qu'on est. Voilà, donc moi, je vais partager ça. Il y a une question en ligne qui revient un peu sur la méthode, qui dit l'état des lieux initial. Est-ce que l'état des lieux initial commence par la cartographie des processus, au moins partiel, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes que ça? Est-ce que c'est un passage obligé au démarrage, ou il y a d'autres pistes possibles? Thierry? Avant ça, je vais juste revenir sur, je répondrai à cette question, mais juste rebondir sur ce qui a été dit sur la question précédente. Tu parlais de la crainte du temps qu'allait prendre cette transformation qu'on appréhende. Je pense qu'en effet, si on regarde les grosses transformations des décennies passées, on s'est rendu compte qu'avec les méthodes qui étaient en vigueur à l'époque, ça a pris des années. Les écosystèmes, la technologie, enfin tout a beaucoup évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, peut-être qu'on a encore une marche très haute à franchir, mais elle risque d'être franchie beaucoup plus rapidement que voilà, donc on n'a pas forcément les mêmes référentiels en termes d'environnement de transformation. Pour revenir à la cartographie, donc ça dépend comment on aborde la question. Est-ce que la cartographie est nécessaire, est un préalable? Ça dépend de ce qu'on entend par cartographie. De mon point de vue, dans nos organisations, les projets de cartographie sont des projets qui prennent beaucoup de temps parce qu'ils sont vus comme des projets à part entière. Aujourd'hui, je pense que la cartographie doit s'inscrire dans le cadre de projets de réalisation de façon plus opérationnelle, au service et se construire de façon itérative et progressive. Voilà. Au risque éventuellement de retomber dans une approche très classique de gestion de projet et d'approche de processus de transformation qui, pris de façon séparée, coûtent cher, prennent beaucoup de temps avec un retour sur investissement quelquefois qui se fait attendre, voire qui n'arrive jamais. Oui, je veux bien réagir. On parle de DSI, il faut bien qu'il y ait un DSI qui parle, ça a déjà été en partie. Oui, effectivement, on est tous dans cette situation-là. Je ne parle pas que des DSI, je parle de tous les métiers aujourd'hui, en particulier des activités ressources ou support.
mais c'est le cas général pour nous tous, et ça fait le lien avec la question de la cartographie, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir de ces silos, il faut être dans une vision beaucoup plus systémique. La transformation, elle est faite, la data, elle l'a imposée. On ne peut pas imaginer une donnée sans son cycle de vie complet, qu'on l'ait appréhendé de façon conceptuelle ou pas. De toute façon, la donnée, elle a son cycle de vie. Après, on le gère ou on ne le gère pas. Donc, c'est vraiment une question de gouvernance. Et aujourd'hui, je crois que nos métiers personnels, et en lien avec ces enjeux de cartographie, est complètement percuté. On n'est plus simplement DSI, DRH ou je ne sais quelle fonction dans l'organisation avec son silo. On a une part de notre mission qui est de faire fonctionner le silo, surtout si on a des enjeux opérationnels, mais on est aussi, dans notre silo, responsable d'un collectif. Ça fait lien avec ce qui était très bien dit tout à l'heure aussi de l'individu par rapport au groupe. Ça veut dire que le DRH est responsable du référentiel de données des individus qui travaillent dans l'entreprise, et pas simplement de sa mission d'exécuter une paye ou de gérer toutes les activités RH. Je ne veux pas limiter le champ d'un DRH. Et ça, c'est un élément important. Quand on fait de la cartographie, c'est pareil. On a le modèle en couche. Je suis en train de travailler là-dessus. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'informatique et que cette question se pose sans arrêt. Et puis, on va essayer de le modéliser, puis on va mettre des couches. Alors, on va dissocier les fonctions de l'infrastructure informatique et on va y aller. Mais dès qu'on parle de la donnée, on ne peut plus travailler en couche, on travaille en vertical, c'est-à-dire comment toutes les couches sont irradiées par la donnée. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas transformer, que ce soit les métiers ou les structures techniques ou organisationnelles, simplement en les segmentant. Il faut qu'on apprenne d'autres schémas de travail en ayant un métier qui est un métier plus complexe et qui a sa part de responsabilité individuelle, mais aussi au service d'un collectif. Et dans les transformations, on ne peut pas regarder l'existant. On n'inventera jamais le nouveau avec l'existant. On fait de l'amélioration, on fait de la rationalisation, mais si on veut faire de la transformation, il faut écrire la cible. Et après, regarder l'existant pour voir quelle est la transition qu'on va devoir opérer. Mais si on part de l'existant, je pense qu'on ne réinvente pas quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un avis très personnel. Je prends juste la parole pour rebondir sur la cartographie, mais très rapidement. On a une façon de voir les choses qui sont souvent assez binaires. On parle de cartographie des processus, cartographie des données. Et tu viens de parler de vertical, et je trouve ça génial, c'est qu'aujourd'hui, il faut être capable de regarder dans d'autres dimensions. Ça veut dire que la cartographie, il y a un appontage qui est fait entre un monde systémique, qui est en fait l'objectif de l'entreprise, la réponse à ses missions et connaître ses informations. Et ensuite, il y a les besoins quelque part d'identifier les données, donc d'être dans une vue analytique. Et en fait, l'appontage entre les deux, il a du mal à se faire, mais il commence à se faire maintenant. Ça veut dire concrètement, faire une cartographie des données, c'est potentiellement un projet tunnel qui va durer des années, c'est extrêmement complexe à mettre en place. Mais avoir une cartographie des informations métiers, c'est pas parfait. Mais ça permet de répondre à des enjeux stratégiques au niveau des directions métiers qui, elles, ne parlent pas de données, elles parlent de leurs informations qu'elles manipulent tous les jours. Donc, le vrai facteur clé de succès, c'est être capable en fait de relier, déjà d'identifier l'ensemble des informations qui existent dans une entreprise. Information, ça veut dire c'est ce que vous utilisez, les métiers au jour le jour, et derrière d'y associer les données. Donc il y a une double vue top-down et bottom-up qui est importante. Aujourd'hui, dans des entreprises, en fait, au niveau de la data, il y a une vue qui est directement analytique. Et donc c'est très douloureux et ça a du mal à se mettre en place. Et c'était la même chose avec les processus. Voilà, je ferme juste la parenthèse. Oui, Isabelle. Oui, je rebondis exactement sur ce que dit Jean-Pascal, c'est très juste. Je pense donc, pour la question de notre internaute, cartographie des processus, il ne faut surtout pas commencer par là, parce que ça va être un sujet tunnel. Je pense qu'il faut plutôt, comme dit Jean-Pascal, faire une cartographie de l'information, avec une définition large de l'information. Donc, on inclut bien sûr la donnée personnelle, mais la donnée commerciale aussi, les métadonnées, et ça pousse l'entreprise à s'interroger sur quel est mon niveau de confidentialité? Qu'est-ce que je vais dévoiler? Qu'est-ce que je vais garder secret? Et après, on travaille sur cette ligne-là qui va être l'axe moteur de l'entreprise pour organiser les différents métiers, les différentes fonctions et après vérifier les processus. Mais je pense que ce travail est important. Bien sûr, évidemment, ça peut être très, très lourd si c'est une grosse entreprise, mais pour des entreprises de taille moyenne, même si c'est l'objet de 6 mois, je pense que le travail vaut la chandelle parce qu'on ne se pose pas la question de quel est le niveau de confidentialité que je suis prêt à accepter pour mon entité. Et la cartographie de l'information, en incluant l'ensemble de la data, l'ensemble de la donnée, permet ça.
Ça revient à nos principes, en fait, qu'on a justement, tous les principes de conformité liés à l'information, en fait, confidentialité, archivage, preuve, etc., en fait. Donc, on revient bien dans ce même. Il y avait une autre question de la salle. Alors, je pense que selon les organisations, la valeur apportée par les données n'est pas la même. Et en fait, c'est l'organisation, plus elle a une composante immatérielle élevée, plus la donnée sera stratégique et représentera une valeur ajoutée importante. Dans l'agriculture, c'est plutôt la matière première, pareil pour la métallurgie, alors que dans le conseil, dans tout ce qui est matériel, la donnée est encore plus stratégique parce que c'est 99% de la valeur créée. Donc, en fait, il faut avoir ça en ligne de mire, et puis ensuite se donner une méthode. Moi, j'avais défini une méthode en disant que pour la transformation ou transition digitale, ou numérique, c'est pareil. Il faut d'abord se fixer des objectifs, une stratégie. Une fois qu'on a défini la stratégie, on a une organisation. Avec l'organisation, il y a des personnes qui vont travailler, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation avec le crowdsourcing. À partir de là, il y a une offre matérielle ou non matérielle. Pour les administrations, c'est des services aux administrés qui sont fournis. Et pour cela, on a besoin de technologie d'innovation. Et donc là, c'est l'exploitation de la donnée avec une vision peut-être SI. Mais la vision SI de la donnée, ça doit être aussi les référentiels, clients, fournisseurs, etc. Donc c'est beaucoup global. Et tout ça dans un environnement qui est économique, juridique, fiscal, qu'on vient d'optimiser. Et pour avoir tout ça en musique, il faut vraiment être dans une logique de transversalité, un peu holacratique, avec des rôles, des personnes qui ont une fonction dans l'organisation, mais qui ne doivent pas simplement voir ce qu'il y a dans leur assiette, mais également ce qu'il y a dans l'assiette du voisin, parce que l'assiette dans le voisin, ça les concerne tous, parce qu'ils sont tous en train d'élaborer un même menu qu'ils vont ensuite partager. Et c'est cette mécanique de casser les silos, de transversaliser, qui n'est pas forcément innée. Et c'est pour ça, comme le disait Jean-Pascal, on a besoin à la fois de top-down, de vision des dirigeants, de bottom-up, de boîte à idées, de collaboration. Et c'est en faisant cette rencontre de tout ça qu'on arrivera soit à faire la transition. La transition, c'est un peu incrémental, soit de la transformation, parce que là, il faudra revoir les process, parce qu'il y aura une disruption, il y aura une nouvelle technologie, il y aura un nouveau process, une nouvelle façon de faire. Et là, ce sera beaucoup plus violent, parce qu'il y aura une conduite du changement qui sera à faire, qui sera plus forte pour accompagner les acteurs, qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation, mais interagissant dans une logique écosystémique. Donc en fait, c'est une réflexion qu'il faut avoir, mais qu'il ne faut pas regarder simplement sur un processus de modélisation de process, CMMI, etc., qui est très intéressant par ailleurs. Mais si on fait ça, on n'adresse qu'une partie du problème. C'est comme si on avait une voiture à faire et qu'on faisait la carrosserie. C'est bien de faire la carrosserie, mais il faut voir aussi le moteur, il faut voir aussi d'autres ingrédients. Et c'est pour ça que, ce qui était aussi rappelé tout à l'heure par rapport au rôle, est-ce qu'on va avoir un CDO, un Chief Data Officer, un Chief Digital Officer, est-ce qu'on va avoir le DSI? En fait, chacun a les moyens de transformer, de participer. Ça peut être aussi des choix stratégiques qui sont faits dans l'organisation. Est-ce qu'on fait pas remonter d'un cran ça? Parce qu'il y a des organisations où le DSI, est, notamment dans les PME, est rattaché au directeur financier. Donc il y a des paradoxes comme ça. Il y a d'autres organisations où le DSI, en fait, c'est un DOSI, c'est aussi le directeur d'organisation. Et puis là, on se dit, bah ouais, mais le CDO, est-ce qu'il va cannibaliser ou pas le DSI? Est-ce que le DSI, finalement, va pas faire ce rôle de CDO? Est-ce que le CDO n'est pas quelque chose de transitoire? Donc il y a toute une gouvernance à imaginer, mais il n'y a pas d'organisation magique, parce que ce soit à la CNAM, ou que ce soit dans une administration, dans une université, dans une PME, dans une start-up, les moyens de faire vont être différents. Et il y a quand même une constante, c'est l'aplatissement des structures pour être beaucoup plus agile et non avoir N-42, parce que là, on ne sait pas ce qu'on fait et il y a la question du sens qui est complètement évanissante. Mais on pourra en parler pendant des heures. Oui, parce que finalement, est-ce que tout ça, là, quand on met tout ça bout à bout, toutes ces réflexions, finalement, est-ce que la transformation qu'on est en train de vivre, elle n'est pas encore plus disruptive que ce qu'on avait imaginé il y a 2 ans, en fait. Parce qu'on s'aperçoit plus on avance, plus on s'aperçoit que ça va tout foutre par terre, en fait, entre guillemets, y compris les États, en fait. Est-ce que c'est pas le citoyen qui va vendre lui-même ses données personnelles? Est-ce que c'est pas moi qui vais dire à la CNAF, tu n'utilises que ça, aux impôts, tu n'utilises que ça, à la Poste, tu n'utilises que ça, à mon entreprise, tu n'utilises que ça, à Google, tu n'utilises que ça, en fait? Est-ce que c'est pas moi,
qu'à Final Cut, que je deviens mon propre broker de données personnelles, en fait. Hein. Donc, est-ce que tout ça ne va pas complètement, est-ce que c'est pas un coin mis par les GAFAM pour faire péter la société, en fait, hein. Donc, voilà, c'est aussi ça, en fait, hein, les vrais sujets, parce qu'on est dans des équilibres mondiaux où tout bouge à tout moment et on essaie de disrupter quand même pas mal les choses, en fait. Ouais, moi je voulais apporter un bémol par rapport au début d'intention. Je suis complètement d'accord avec la deuxième partie, mais sur le début, sur l'importance de la donnée selon le secteur. Moi je pense que la donnée, elle est hyper importante partout parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore prononcé ici depuis le début, c'est l'IA. Et ça s'appuie sur la donnée. Et un agriculteur, et pour en avoir dans ma famille, je le sais, s'appuie énormément sur ces données pour savoir combien il a plu, combien il va pleuvoir, combien il a mis d'intrants dans le sol, même si c'est plus la mode, hein, à quel moment il va passer, il va régler son tracteur au GPS, ça va aller tout seul, il va avoir aussi l'évolution des cours et l'évolution prospective des cours pour savoir à quel moment il va ressembler, est-ce que c'est maintenant, est-ce qu'il va le stocker, etc. Donc la donnée, elle est importante, quel que soit le secteur, et l'IA apporte de la valeur aussi à la donnée, qu'on ne savait peut-être pas bien traiter ou bien analyser jusqu'à présent, mais je pense que la donnée, elle a de l'importance dans tous les secteurs, même si elle paraît pas si importante que ça, mais agglomérée justement et étudiée avec un ensemble de données, et c'est là où on voit qu'il faut rapprocher les données entre elles pour leur donner de la valeur, ça a de la valeur dans énormément de secteurs. Donc, on aurait dû inviter une IA. On comptait sur toi, Christophe. Ok Google ou Alexa, voilà. On peut commencer à discuter. Ok Google, restructure mon entreprise. Voilà, puis Google va expliquer. Pour ce que vous évoquez, c'est très intéressant, c'est-à-dire est-ce que le citoyen peut, au-delà de contrôler, gérer sa donnée et en tirer un revenu. Donc, contrôler sa donnée, on voit que c'est quand même difficile. Hein, donc, voilà, avec l'intelligence artificielle, peut-être, est-ce que ça va ouvrir une brèche sur plus de contrôle et avoir justement ce que dit Élise, c'est-à-dire des données portables. C'est assez intéressant parce que le fait de la portabilité inclut un transfert et peut-être inclut un transfert monétisé, donc ça c'est extrêmement intéressant. On voit que les choses bougent, notamment par un arrêt du Conseil d'État où implicitement le Conseil d'État a accepté la monétisation du consentement aux cookies, donc ça c'est intéressant. On voit qu'aux États-Unis, on est bien plus en avance parce qu'il y a une véritable monétisation de ces données. Et de façon générale en Europe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des wallets, des portefeuilles, et je pense que c'est ça vraiment l'avenir. Alors, à travers des plateformes, par exemple, pour le pass de sécurité sociale, mais donc on a un portefeuille, et ce portefeuille de données personnelles, eh bien, on essaie de le gérer. Alors, c'est faisable, techniquement c'est faisable. Est-ce que maintenant le citoyen va vouloir le faire parce que c'est une gestion au quotidien? On est sollicité dans notre vie numérique tout le temps, puisqu'on est passé totalement du papier au digital. Donc, c'est un volume de données qu'il va falloir que nous-mêmes on gère et on n'est pas sûr de vouloir faire ça. Mais techniquement, c'est faisable. Et l'avenir nous dira, mais on voit déjà les portefeuilles de données qui se font au niveau européen. On va clore le débat ici pour respecter un peu notre horaire de la journée. Merci en tout cas à toutes et à tous de vos interventions, des interventions et des rebonds aussi de la salle là, qui était très fructueux en fait. Hein. Voilà. Merci bien pour cette animation. Merci à toi Christophe. Juste, on a parlé de l'IA, donc on va en parler beaucoup à 14h, puisque ça va être en fait la chute de toute la conférence débat, l'intégration de la gouvernance, on va parler des règles, on va parler de l'humain, on va parler de la data, et notamment du rôle et de l'éthique. Emmanuel qui est là avec nous et d'autres personnes. Et la partie IA, c'est juste un petit sujet, mais c'est un petit sujet qui peut prendre beaucoup d'ampleur, donc voilà. C'est juste pour vous présenter, donc merci à toutes et à tous hein, pour tout ça. Il y a énormément de choses à dire. La prochaine conférence débat, donc c'est Prospective Data de la CNAV, avec Camille et Ariane qui sont ici, mais aussi d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre.
Donc pour les personnes qui sont à distance, on n'a pas fait beaucoup d'interactivité, mais ce n'est pas évident à gérer. Donc on vous attend à 11h30. Le pont, de toute façon, c'est toujours le même lien et la visio est ouverte, il reste ouverte jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure.